Les sous-sols du Louvre, ils ont retrouvé ce que personne ne devait trouver. Ils ont voulu savoir ce que personne ne devait savoir. Et maintenant, chaque nuit, dans le plus grand musée du monde, 3000 ans de mystère, de légendes et de terreur ont enfin repris leur place parmi nous. Rien, ni le temps, ni la solitude n'ont affaibli ses pouvoirs. Belphégor, c'est le diable. C'est Lucifer dans le corps d'un humain. Belphégor, le fantôme du Louvre. Belphégor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui, nous attaquons le second film de notre petit cycle Bouzas Made in France de l'année 2001, après Yamakasi les samouraïs des temps modernes. Pour commencer, il faut savoir que notre film du jour est d'après moi le film le moins naze de ce petit cycle qui regroupe 3 longs métrages Made in France sortis à cette période durant l'année 2001. Sachez déjà que le prochain film, celui sur lequel je reviendrai dans la prochaine vidéo, est le plus pourrave du cycle. Notre film du jour, lui, je l'ai découvert assez jeune et j'ai toujours été très partagé à son sujet. J'avoue avoir hésité avant de lui coller une alerte Bouzas, mais après un certain nombre de revisionnages, malgré une analyse qui m'a pris un peu plus de temps que d'habitude, je n'ai pas pu lui épargner le jugement du détecteur de Bouzas. On est face à une œuvre qui est très inégale, avec un certain nombre d'excellentes idées malgré tout, mais qui se grille totalement sur le reste, la mise en scène, les comédiens, etc., etc. Bref, je vais revenir en détail sur tout cela. Avant ça, faisons les présentations. Aujourd'hui au programme donc, nous allons revenir sur l'un des rares films fantastiques français dotés d'un gros budget réalisé à ce jour, un long métrage qui est également l'adaptation d'une mini-série télévisée des années 60 qui connaîtra à l'époque un très grand succès. Je veux bien évidemment parler de Belphégor, le fantôme du Louvre, sorti en France le 4 avril 2001 et réalisé par Jean-Paul Salomé. Celui-ci débutera sa carrière comme assistant réalisateur sur des films comme Les Uns et les Autres en 1981. Il réalisera ensuite 2 courts-métrages avant de signer en 1991 son premier film pour la télévision, Crime et Jardin. Il va commencer à se tourner ainsi vers le cinéma où il mettra en scène sa toute première œuvre cinématographique, Les Braqueuses, sortie en 1994. Le succès ne sera pas au rendez-vous. Nouvel essai en 1998 avec Restons groupés, celui-ci sera payant. Même s'il n'est pas un carton au box-office, Restons groupés permet à Salomé de se faire une petite place dans le monde du cinéma français. Belphégor sera son premier gros succès, son plus grand succès également. En 2004, il signera une nouvelle adaptation inspirée de l'œuvre de Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Malheureusement pour lui, ces 2 derniers films sont très vivement critiqués. Il lui faut un nouveau film nettement mieux maîtrisé pour garantir sa crédibilité dans le métier. Ce film sera Les Femmes de l'ombre, sorti en 2008. Son dernier film en date, Le Caméléon, sorti en 2010, sera malgré tout un échec au box-office.
Au casting de Belphégor, nous pouvons retrouver un certain nombre d'acteurs et actrices confirmés et en vogue qui malheureusement, d'après moi, ne s'élèveront jamais à la hauteur de leur talent dans ce long métrage. Sophie Marceau, l'une des actrices françaises les plus connues au monde, révélée en 1980 dans le film La Boum alors qu'elle n'a que 13 ans. Ado star, elle va très vite, prudemment et efficacement orienter sa carrière pour ne pas s'enfermer dans un seul type de rôle en particulier. C'est ainsi qu'on la verra notamment dans Force Sagan en 1983, Joyeuse Pâques en 1984, L'amour braque en 1985, Chouan en 1988, Mes nuits sont plus belles que vos jours en 1989, etc., etc. Très critiqué en France à cause de son caractère, le cinéma français commence à gentiment l'écarter. Elle ira alors à Hollywood, jouera dans Braveheart de Mel Gibson en 1995, qui fera d'elle une star internationale. Après quelques films aux États-Unis, dont un James Bond, Le monde ne suffit pas en 1999, elle revient en France où elle continuera à poursuivre une carrière éclectique. Dernièrement, nous avons pu la retrouver dans Un bonheur n'arrive jamais seul, sorti en 2012. À ses côtés, nous pouvons retrouver Frédéric Diefenthal qui sort tout juste à l'époque du succès de Taxi 2 sorti l'année précédente, Michel Serrault, l'une des légendes du cinéma français malheureusement décédée en 2007, et Julie Christie, actrice légendaire également, Oscar de la meilleure actrice en 1965 et vue dans Le Docteur Zhivago la même année. Avec eux dans ce long métrage, Lionel Abelansky, Jean-François Balmer, Françoise Lépine et François Leventhal. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Nous sommes à Paris en l'an 2000. Une ancienne momie retrouvée dans les sous-sols du Louvre possède des pouvoirs maléfiques qui matérialisent un fantôme prénommé Belphégor. Ce fantôme s'installe dans l'esprit d'une jeune femme, Lisa, et hante le musée du Louvre dès que la nuit tombe. La présence de ce fantôme dans les couloirs du musée inquiète, d'autant plus que plusieurs gardiens vont trouver la mort dans des circonstances plus que mystérieuses. Un électricien, Martin, et un inspecteur de police à la retraite, Verlac, qui a déjà été confronté au fantôme, décide de s'associer pour tenter de percer le mystère de la momie et ainsi stopper ces meurtres étranges qui font rougir les sols du Louvre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Belphégor, le fantôme du Louvre, appartient à ce mouvement d'adaptation de séries ou de mini-séries télévisées qui ont connu leurs heures de gloire il y a pour l'époque une vingtaine d'années. Jusqu'ici surtout produites par le cinéma américain, nous avons pu découvrir des œuvres comme Mission Impossible, Le Saint, Charlie's Angels, Chapeau melon et bottes de cuir, qui ont tous tenté avec plus ou moins de succès de faire revivre un concept qui a marché en son temps pour l'adapter à un contexte nettement plus actuel. En France, le phénomène arrive donc quelque temps après le début de la vague, et Belphégor sera l'une des seules adaptations de séries françaises au cinéma. Ceci dit, pour bien comprendre les origines de la mythologie Belphégor, il faut remonter le temps bien avant la mini-série des années 60. L'histoire de Belphégor débute avant l'écriture du roman d'Arthur Berned, avant même la construction du Louvre, avant même que Paris ne soit la ville que l'on connaît aujourd'hui. Nous sommes au berceau de la chrétienté, au cœur du Moyen-Orient, à l'époque de l'écriture de l'Ancien Testament, dans lequel Belphégor apparaît comme un démon maléfique dont la tâche était de provoquer le trouble entre les humains en les séduisant, en les attirant vers le mal, grâce à des découvertes et des inventions qu'il aura lui-même inspirées aux hommes. Belphégor, perçu en démonologie comme l'un des 7 princes de l'enfer, 7 princes pour 7 péchés capitaux, Belphégor représentant la paresse, apparaît sous 2 formes différentes, à travers les traits d'une magnifique jeune femme et en tant que monstre démoniaque. Ce personnage biblique est très vite entré dans l'inconscient collectif et a commencé à animer les fantasmes de certains auteurs, dont Arthur Berned, qui donnera à la divinité de Belphégor une toute nouvelle jeunesse à travers un roman horrifique qui deviendra la base de la mythologie contemporaine du personnage. Nous sommes alors en 1927 et Arthur Berned est à cette époque déjà un auteur très réputé, au sommet dirais-je de sa carrière. En effet, Berned compte déjà à son actif l'écriture d'un certain nombre d'opéras, de pièces de théâtre, de pièces lyriques et de monologues. En 1917, il avait écrit Judex, un roman policier dont l'adaptation cinématographique signée Louis Feuillade entrera dans la légende des débuts du 7e art, tout comme Vidocq qui aura droit à son adaptation par Jean Kem en 1922. Ces livres, qui brassent autant de genres que possible, se vendent très bien.
L'auteur s'intéresse également au cinéma et portera lui-même à l'écran une vingtaine d'adaptations de ses propres œuvres littéraires. Nous sommes donc en 1927 lorsque Arthur Berned publie Belphégor. Le roman va connaître un très grand succès grâce à la patte de son auteur, mais aussi grâce au film d'Henri Desfontaines sorti cette même année. Car oui, à cette époque, il n'était pas rare de voir un livre et son adaptation sortir plus ou moins simultanément. Ce fut le cas pour Vidocq et Judex. Le roman, comme le film, qui avec ses propres moyens suit dans les grosses lignes le texte de Berned, s'intéresse donc à un fantôme qui, au cœur du musée du Louvre, commet un certain nombre de crimes. Arthur Berned va créer un personnage authentique et charismatique de toutes pièces, en puisant finalement assez peu dans la divinité biblique pour définir les traits du fantôme. Belphégor devient un dieu barbare et non plus un démon. Le succès du film et du roman, que je vous recommande par ailleurs, écrit par un génie des intrigues à suspense, permettra à Arthur Berned de lancer une série de suites à son œuvre d'origine. Ainsi, quelque temps après la publication de Belphégor, des livres comme Le Mystère du Louvre, De Mystère en Mystère, Le Fantôme Noir et Les Deux Polices verront le jour. Et ensuite quoi ? Arthur Berned décède en 1937 et Belphégor disparaîtra progressivement de l'inconscient collectif pendant 40 ans. C'est au milieu des années 60 que Belphégor, le fantôme du Louvre, connaîtra son heure de gloire. Claude Barma, en compagnie de Jacques Armand, va décider de se replonger au cœur du mythe de Belphégor. L'idée est de recréer une mini-série télévisée de 4 épisodes d'1h10 qui serait une adaptation étendue et retravaillée du roman d'Arthur Berned. Cette nouvelle vision de Belphégor sera un dépoussiérage total de l'œuvre initiale. Le fantôme devient dès lors, par exemple, une divinité égyptienne. Tout le contexte change également, le feuilleton s'articulera énormément sur les différentes caractéristiques qui faisaient la société française des années 60. Le feuilleton dans lequel nous pouvons retrouver Juliette Gréco, René Dary et Yves Régnier aura un retentissement national à l'époque. Diffusé au cours du mois de mars 1965 sur la première chaîne de l'ORTF, Belphégor ou Le Fantôme du Louvre sera suivi par 10 millions de téléspectateurs, ce qui est une audience exceptionnelle à l'époque. Belphégor devient un véritable phénomène de société et sa relecture redonne ainsi une véritable seconde jeunesse au personnage imaginé par Berned. Malgré son aspect kitsch qui aujourd'hui peut prêter à sourire, il est nécessaire de souligner que Belphégor reste à ce jour l'un des feuilletons télévisés français les plus réussis jamais créés. Son atmosphère si particulière, le suspense qui monte crescendo et tout le mystère entourant le personnage de Belphégor a fait que le rendez-vous était immanquable pour les gens ayant la télévision autant que pour ceux qui ne l'avaient pas et qui n'hésitaient pas à se rendre chez les privilégiés. Bref, Belphégor va devenir une figure mythique de la télévision, son nom entre désormais dans l'histoire de la culture française. En 1967, un film va tenter de surfer sur l'engouement créé par le feuilleton télévisé La Malédiction de Belphégor, réalisé par Georges Combray et Jean Malet. Prenant place à l'Opéra de Toulon et non au Musée du Louvre, le film mauvais et infidèle à l'œuvre d'origine n'aura pas de succès et sera très vite oublié. Et ensuite quoi ? Plus rien pendant presque 35 ans. Belphégor est certes entré dans l'histoire de la télévision, mais son nom n'apparaîtra plus nulle part ensuite. Sa première réapparition sera en 2001 à travers une série télévisée d'animation qui n'aura malheureusement pas le succès escompté. Nommée sobrement Belphégor, cette série d'animation française sera notamment créée par les chaînes France 2 et France 3 et conçue à l'usine à images située à Valenciennes et sera donc diffusée à partir du 9 avril 2001 sur France 2, soit 5 jours après la sortie du film de Jean-Paul Salomé. Hasard du calendrier, dessin animé promotionnel, série d'animation destinée à surfer sur la tendance que le film pouvait engendrer, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que cette série d'animation ne connaîtra pas le succès, peut-être à cause du fait que Belphégor ne soit plus du tout un fantôme, mais un criminel portant un masque en or. Une saison, 26 épisodes, et puis s'en va. Le véritable retour de Belphégor sera notre film du jour, sur qui repose donc l'espoir de voir la mythologie imaginée par Arthur Berned connaître une nouvelle relecture pleine de promesses et de succès. La douche sera plutôt froide.
Alain Sard, producteur, rêvait depuis des années de mettre en chantier un projet de remake du feuilleton des années 60. Il va donc décider de racheter les droits de Belphégor, sauf que très vite, il va constater qu'un metteur en scène, Jean-Paul Salomé, tente aussi de son côté de racheter les droits de l'œuvre en vue d'une nouvelle adaptation. Les deux hommes vont donc décider de s'associer. Alain Sard et Jean-Paul Salomé vont s'entendre sur leurs intentions pour ce remake. Sard imposera à Salomé l'idée de faire de ce nouveau Belphégor un film radicalement différent du feuilleton original, avec une tournure nettement plus fantastique et une ambiance plus surnaturelle. Salomé trouve l'idée emballante et les deux hommes se lancent ainsi dans l'aventure. Belphégor, le fantôme du Louvre, sortira donc le 4 avril 2001 et connaîtra un succès plutôt correct en France cette année-là. Un peu plus de 2 millions de spectateurs se déplaceront dans les salles, plaçant ainsi le long métrage à la 27e place du box-office français en 2001. Comme pour Yamakasi, quantité ne signifie pas qualité. Et bien sûr, ce n'est pas parce que le long métrage a obtenu un succès correct qu'il devient un grand film. Tentons maintenant de percer les mystères d'un échec cinématographique, une bousasse malheureuse qui avait pourtant les armes pour devenir un très grand film fantastique. M'acharner sur Yamakasi ne me pose pas de problème. On est devant un navet tellement malhonnête avec son public qu'il ne mérite pas la moindre compassion. M'acharner sur Belphégor, ce serait plutôt malvenu de ma part, car pour le coup, on est face à un film qui possède des idées franchement intéressantes sur lesquelles nous allons revenir, mais qui malgré tout passe complètement à côté de son sujet d'une façon tellement aberrante que cela en devient presque risible. Le principal fautif des errements de Belphégor est sans nul doute Jean-Paul Salomé, qui malgré le respect que je peux avoir pour lui, n'était pas taillé pour ce genre de projet ambitieux. Sa mise en scène est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on décide de réaliser un film fantastique. De l'ambiance distillée à l'écran, au montage, en passant par la direction des acteurs ou le rythme général du long métrage, tout part en vrille dès les premières minutes. Très rapidement, on comprend que l'on va assister à un spectacle particulièrement inégal qui, à aucun moment, ne fera un millimètre d'ombre au feuilleton des années 60. Parlons-en de ce fameux feuilleton, car pour notre film du jour, il devait être une base solide sur laquelle il aurait dû se reposer un minimum. Sans être prodigieux, le Belphégor des années 60 était doté d'une mise en scène très particulière, se reposant énormément sur des jeux d'ombre, des effets de lumière qui inculquaient à l'œuvre une ambiance à la fois très inquiétante, lourde, parfois oppressante, mais surtout très mystérieuse. À la base de cette réalisation singulière, on avait un scénario particulièrement habile, avec un rythme parfaitement dosé, des fausses pistes inattendues, un suspense réglé au millimètre pour constamment garder en éveil l'intérêt du spectateur, et des personnages qui, malgré leur simplicité et leurs stéréotypes, étaient réellement agréables à suivre. En somme, le Belphégor des années 60 était un divertissement plutôt bien huilé, et qui, même si aujourd'hui il possède un charme kitsch, avait tous les atouts pour accrocher le spectateur. Et bien son remake, notre film du jour, sur tous les points que j'ai abordés à propos du feuilleton, est l'opposé total de cela. Tout le panache du feuilleton devient le ridicule du remake. On savait le projet casse-gueule, on se serait pas douté qu'il se casserait autant la figure, au point de dépasser parfois les limites du nanar, de par le ridicule de certaines situations, parfois la frontière du navet, à cause de sa colonne vertébrale scénaristique, qui apparaît ici tout simplement bidon. Certaines séquences du film sont hallucinantes de bêtises, comme cette scène où Sophie Marceau et Frédéric Diefenthal visitent le musée du Louvre en pleine nuit, en étant entrés là-dedans comme ils auraient pu entrer dans une maison abandonnée. On parle quand même du musée du Louvre, ce fameux musée hautement sécurisé doté d'une technologie de pointe. Les dialogues sont exceptionnellement pitoyables, et en étant ici, comme pour tout long métrage, une représentation de la caractérisation des personnages, on peut clairement observer que le personnage joué par Sophie Marceau, quand elle n'est pas encore possédée par le fantôme, a une case en moins, que le personnage joué par Diefenthal est une sorte de mec cool. Le scénario nous présente ainsi des personnages réellement clichés, mais ça encore ce n'est pas ce que je retiens le plus. Simplement, même en étant des clichés, on n'arrive pas à comprendre leurs réelles intentions, surtout avec le personnage
personnage de Sophie Marceau, et surtout, il nous est impossible de nous identifier clairement à eux. Alors soit, pour peu qu'on ne soit pas trop regardant, on peut facilement pardonner ce léger problème, car après tout, on vient voir un film fantastique avec une histoire de fantôme qui hante le Louvre. Le souci de caractérisation des personnages peut légèrement être mis de côté au profit d'une histoire prenante, angoissante et mystérieuse. Eh bien, c'est râpé également. Belphégor passe littéralement à côté de son objectif. Déjà, la première grossière erreur du scénario, c'est de nous lâcher dans le premier quart d'heure l'identité de Belphégor. Ça ne vous saute peut-être pas aux yeux, mais l'issue du film paraît soudainement perdre une part importante de son intérêt. Toute la force du feuilleton résidait dans le mystère de l'identité de Belphégor. Ici, la solution nous est livrée en même pas un quart d'heure à travers les gribouillis de Sophie Marceau. Sceptique, on se demande vers quoi le long métrage va se diriger, quelle sera la particularité qui lui permettra de garder en alerte l'éveil du spectateur. Le vide, ce qu'on attend ne vient jamais. Et Belphégor devient ainsi un ballon scénaristique qui se dégonfle à la vitesse du vent, malgré les points positifs sur lesquels nous allons revenir. Au-delà des rebondissements inexistants, Belphégor, le fantôme du Louvre, possède également un véritable problème de rythme que la mise en scène n'arrive jamais à compenser. Jean-Paul Salomé, à cause d'un scénario incohérent et passablement ridicule par moments, n'arrive pas à insuffler la moindre magie, le moindre suspense, même une once de ce lyrisme qui faisait du feuilleton une œuvre si particulière. Belphégor est un film froid, avec des effets visuels froids, à qui il manque sérieusement d'une âme pour exister dans le cinéma fantastique. Et le montage tout simplement catastrophique du long métrage n'est pas là pour aider le travail d'un Jean-Paul Salomé, dépassé par la mythologie qu'il a entre ses mains. Belphégor est un film découpé en dépit du bon sens, qui nous laisse à aucun moment la possibilité de se laisser porter par les ombres du musée du Louvre. Jamais nous n'avons le temps de nous installer au cœur de l'histoire, jamais nous n'arrivons à nous imprégner de l'intrigue. À cause de ce montage qui viole les séquences d'apparition du fantôme, Belphégor se regarde avec beaucoup de détachement et au final, lorsqu'on sort du film, les plus gentils diront qu'ils ont été divertis mais pas impressionnés, les plus sceptiques diront qu'ils se sont gentiment fait chier. Dans les deux cas, le mystère a totalement été évacué. Malgré tout ce que je viens d'énoncer et qui jusqu'ici n'est pas pour dorer la pilule de ce film globalement raté, je n'ai pas encore parlé du pire, les comédiens. Belphégor est un véritable festival d'interprétation lamentable et de cabotinage en tout genre. Gardons le meilleur pour la fin. Parlons d'abord de Frédéric Diefenthal, Michel Serrault et Julie Christie. Le premier est peut-être celui qui donne le plus de volonté dans ce qu'il fait, mais son air ahuri pendant tout le film donne l'impression qu'il ne s'est pas remis du rôle d'Émilien dans Taxi 2. La simplicité de son personnage ne lui donne pas la possibilité d'exprimer un jeu plus subtil, c'est pourquoi Diefenthal se vautre gentiment en livrant une performance sans éclat, piégé par un rôle qui ne lui convenait pas. Michel Serrault, l'une des pointures du casting, ne s'investit absolument pas. Il semble carrément détaché de ce qu'il se passe autour de lui et n'est finalement bon ici qu'à arborer de temps en temps un air vaguement excédé. Une déception immense de la part d'un si grand acteur. Julie Christie, elle, no comment également. Elle est tellement peu crédible, notamment à cause de son accent américain chantoyant, qu'on se demande ce qu'elle est venue s'emmerder ici. Dans les trois cas, aucun n'arrive à nous prouver une seule seconde qu'ils croient à ce qu'ils font. Mais la magie du spectacle, la figure absolue du statut nanardesque de ce long métrage, c'est incontestablement Sophie Marceau. Sa performance dans Belphégor est un chef-d'œuvre à lui seul. Sophie Marceau est en freestyle complet, sa performance est totalement hallucinée. À chaque scène, à chaque séquence, de la toute première jusqu'au plan final, Sophie Marceau est en surjeu total. Elle fait de son personnage, qui possède ici une caractérisation plus poussée que les autres, une caricature de lui-même. L'actrice s'implique dans son rôle, oui, ça c'est le cas de le dire. Par contre, au niveau cabotinage, on n'avait pas fait pire depuis des années. Et ce n'est pas les 2-3 instants où l'on peut apprécier les formes généreuses de la comédienne qui viendront la tirer de ce mauvais pas. Sophie Marceau est livrée à elle-même, ne bénéficie d'aucune direction appropriée et au final, elle agit bizarrement, complètement à côté de la plaque.
Pourtant, malgré tous ces défauts intolérables qui ne lui permettent pas de bénéficier d'une immunité face au détecteur de Bouzas, Belphégor, le fantôme du Louvre, reste une œuvre dotée d'une forte volonté de bien faire. Jean-Paul Salomé avait certainement une vision précise de ce qu'il voulait faire. Il fait preuve, image à l'appui, d'une honnêteté et d'une tentative de respect total vis-à-vis de l'œuvre originelle, tout en tentant quelques petites choses intéressantes. Seulement, son manque de talent, son manque de personnalité ne lui a jamais permis d'arriver à quelque chose de concrètement réussi. Parmi les trouvailles intéressantes de ce long métrage, notons cette volonté de centrer l'œuvre autour du culte des morts et de faire du fantôme de Belphégor une âme errante dans notre monde en quête d'objets de rituels qui lui permettraient de trouver la paix éternelle. Notons également la musique de Bruno Coulet qui est ici particulièrement réussie avec des sonorités, des rythmes et des mélodies harmonieuses associant instruments de musique classique et instruments traditionnels. Le costume de Belphégor est également très réussi. Bref, Belphégor ne possède pas que des défauts, mais ses qualités ont été malheureusement largement sous-exploitées au profit d'une intrigue et d'une mise en scène peu emballantes. En conclusion, Belphégor, le fantôme du Louvre, est un petit peu un nanar malgré lui. Ce film prouve à quel point il est difficile de réaliser le remake d'une œuvre qui a eu du succès en son temps. Belphégor a le charme du nanar, la beauté du film raté. Il n'est pas aussi honteux qu'un Yamakasi qui prenait clairement le spectateur pour un gland. Personnellement, Belphégor est un film que je vous recommande plus facilement qu'un Yamakasi, car malgré les performances lamentables de ses comédiens, malgré une mise en scène à côté de la plaque, à 10 000 lieues de celle du feuilleton original, et malgré un scénario qui manque de rythme, qui peine à tenir le spectateur accroché, on a quand même affaire à un spectacle qui possède une sorte de beauté involontaire, quelque chose qui a jailli dans les erreurs du cinéaste et de l'équipe du film, un truc imperceptible qui fait qu'au fond, on ne peut pas réellement détester en tout point ce long métrage. Pour moi, Belphégor, le fantôme du Louvre, a eu un mérite, celui de me donner envie de retourner au musée du Louvre et d'imaginer moi-même, avec ma propre imagination et ma propre conception de la chose, la présence d'un fantôme dans ce lieu magique. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine!